Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 136. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Sacha Tikhmirov. Sacha est le directeur général France des Petits Chaperons Rouges, avec plus de 4000 professionnels passionnés au service de la petite enfance et de l'éveil des générations. Créé en 2000, pionnier de la profession, les Petits Chaperons Rouges sont aujourd'hui un acteur de référence en France et à l'international dans l'éveil et l'éducation. Dans cet entretien avec Sacha, nous discutons de sa belle carrière, comment le leadership a évolué, comment recruter, gérer et retenir le talent, l'importance de la raison d'être du groupe et le rôle des réseaux sociaux. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques petits instants et pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Sacha Tikhmirov, mon copain, collègue ou classmate de l'INSEAD, et c'était toujours sympathique de suivre ta carrière. Je voulais t'avoir sur mon podcast pour discuter de ce que tu fais, comment tu y es arrivé. On va commencer par juste te demander, Sacha, dans tes mots, qui est Sacha Tikhmirov? Bonjour Minter, c'est un grand plaisir et aussi un honneur de participer à ce podcast qu'on suit et qui a pu permettre d'échanger avec beaucoup d'éléments extrêmement intéressants et des parcours divers et variés qui sont toujours très inspirants. Sacha Tikhmirov, c'est quelqu'un qui a travaillé, vécu pas mal à l'international, à l'étranger, qui a fait différents métiers et qui a toujours cherché à contribuer aux différentes entreprises, aux différentes équipes avec lesquelles il a travaillé. Et dans un monde en recherche de sens, c'est de plus en plus important. Et ça explique aussi le secteur d'activité dans lequel je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important. Et je dirais quand on a nos âges maintenant, c'est aussi une envie de transmission et d'aider ceux qui sont un petit peu plus jeunes et de partager avec eux le savoir-faire, les expériences, et pour les aider à progresser dans le monde d'aujourd'hui. Donc, tu as l'impression, Sacha, d'être arrivé à trouver une mission plus personnelle dans ton travail? Oui, parce que à la fois, je pense que c'est avec l'âge et c'est aussi avec la prise de recul, on se dit qu'est-ce qu'on cherche en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'est recherche entre guillemets de contribuer positivement aux équipes directes, aux collaborateurs, à la société en général. Et on est peut-être moins que dans les années 80 ou dans les années 90, quand on sortait des diplômes, à essayer de se prouver quelque chose à soi-même. On n'est plus, je pense en tout cas, moi, je pense avoir passé cette étape. C'est plus maintenant donner, participer, que de me prouver des choses à moi-même. Donc, ça permet d'être beaucoup plus ouvert et d'approcher les enjeux professionnels assez différemment. Ce qui est marrant dans la langue française, et peut-être c'est ironie, mais ou bien c'est une jolie coïncidence, le mot société, parce qu'on peut travailler pour la société dans les deux sens. On peut travailler pour l'entreprise société ou bien la société dans la communauté plus largement parlant. Ouais, mais ça c'est la beauté du français, c'est la langue des diplomates. Mais c'est pour ça que société, je comprendrai les deux. Je comprendrai les deux. C'est important aussi d'avoir pour le coup, des entreprises au sens anglais, qui ont de l'équilibre, qui ont du sens, parce qu'elles participent, elles ont leur rôle social, elles participent aussi à l'épanouissement. Et on en parle beaucoup avec les jeunes générations. On se rend de plus en plus compte que les collaborateurs viennent pour un salaire, mais viennent aussi beaucoup pour autre chose. Et dans les difficultés de recrutement auxquelles font face
la majorité des secteurs, dans la majorité des pays, la différence se fait à ce niveau-là. C'est Hmm. quel est le sens qu'on donne, surtout sur les générations plus jeunes, qu'est-ce qu'on apporte au-delà. Ça ne veut pas dire que le salaire n'est pas important, parce que tout le monde en a besoin pour vivre, mais aujourd'hui, dans la concurrence entre entreprises pour les talents, c'est cet élément-là qui fait beaucoup de différence. On va certainement en parler parce que c'est un sujet important. Mais dans mon cas, j'ai eu le cadeau de travailler dans la coiffure avec des coiffeurs. Alors, j'ai toujours rigolé. Bon, j'ai fait une école de commerce pour devenir coiffeur. Mais l'impact du coiffeur dans sa communauté, si on Mm. regarde surtout les petits villages et tout, ça, il ou elle a un rôle incroyable de lion pour la communauté. Et pour moi, c'était un vrai cadeau, ouverture des yeux de l'intérêt d'un commerce, un business, Mm. de rendre plus largement la société plus agréable. Oui, absolument, absolument. Mais on voit que tous les regroupements sociaux, et si on parle des crèches, évidemment, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'échange entre parents qui est très fort. Donc un village ou une ville autour d'une crèche, il y a une petite communauté qui se crée. Il y a des échanges entre les professionnels, la petite enfance, les parents. C'est vraiment une étape de développement et un petit cercle social à temps plein, au sens propre. Alors, absolument. Et alors, je voulais te demander, Sacha, toi comme moi, on a fait l'INSEAD. Combien est-ce que tu penses que INSEAD t'a aidé dans ta carrière? Ah, énormément. Énormément. La première étape, c'était d'être confronté pendant l'année même à des profils, des parcours de vie complètement différents. Et ça amène à se poser des questions, à s'enrichir énormément. Et je pense que cette ouverture, elle est fantastique. Surtout qu'on était vraiment au début de la mondialisation. On parle beaucoup en ce moment de démondialisation, mais on a vraiment bénéficié euh, de cet élan. Et ça a été cet enrichissement et ces prises de vue différentes qui sont tellement importantes, en dehors de l'aspect purement technique de ce qu'on a appris dans les cours. Je pense que c'est plus cet échange humain qui a permis de s'enrichir et les liens qui ont pu être tissés et les discussions qui ont pu avoir lieu après le campus sur les années suivantes, de suivre ce que font les différentes personnes, la façon dont elles réfléchissent. Je pense que c'est un très grand apport. Hmm. Ensuite, ça ouvre aussi des opportunités, il ne faut pas se le cacher, d'avoir accès à certains types de fonctions qui justement stimulent et permettent d'avoir ces apports-là. Donc, je dirais double dimension de ce côté-là. Chouette. Alors, dans ta carrière, Sacha, tu as travaillé chez Mariano, c'était plus proche de ce que j'ai connu. Tu as Mm. travaillé chez Seb à Moscou, tu as travaillé chez Dixons dans la retail, tu as travaillé aussi chez Staples et Office Depot, à peu près similaire quelque part, tu as été consultant. Donc, plein d'expériences différentes. Et je me demandais, qu'est-ce que tu as retenu du rôle du chef, du patron aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que le leadership a évolué quand on regarde 2022, 2023? Alors, sur l'évolution du leadership, je pense que euh, la recherche de sens par les jeunes générations est beaucoup plus forte qu'elle n'était il y a 30 ans. Euh, et ça, c'est une vraie différence. Le rapport au travail est très différent. Donc, euh, c'est aujourd'hui, les jeunes générations, on le voit, elles recherchent un équilibre vie pro, vie perso, elles recherchent du sens. Euh, elles sont moins dans j'ai envie de gagner plus, j'ai envie d'avoir la progression professionnelle, on en rencontre beaucoup moins. Alors qu'il y a 30 ans, c'était beaucoup plus dans ce domaine-là. Et d'une certaine façon, c'était plus facile. Et du coup, dans le rôle de leadership, qui est à la fois un rôle d'exemple, donc les jeunes générations regardent en se disant comment il se comporte, quelle est sa posture. Forcément, avec cette évolution d'attente, on doit évoluer les postures. Euh, autant aujourd'hui, il faut être beaucoup plus bienveillant. J'ai envie de dire, il y a 30 ans, euh, l'approche command and control était plus développée et probablement marchait un petit peu mieux qu'elle ne marche aujourd'hui. Donc, c'est dans cet élément-là que ça joue beaucoup. Euh, dans le leadership, il y a aussi l'accompagnement des générations
Et ça, il faut s'adapter en fonction du temps. Quand on a en fonction des contextes, des personnes qui sont plutôt plus diplômées, qui veulent progresser professionnellement, on a des leviers qui sont un peu plus simples. Quand on a des populations comme toi, tu as connu dans la coiffure, qui ont des expériences professionnelles différentes, des sens qu'ils donnent à leur métier qui sont différents, tu les accompagnes différemment. Et en tant que leader, il faut leur proposer autre chose. Et ce n'est pas du tout la même chose d'encadrer des consultants ou des managers qui sont des cadres, qui ont des ambitions professionnelles, que d'accompagner des personnes dans les magasins, des esthéticiennes dans les parfumeries ou des professionnels de crèche qui ont pour objectif de développer des enfants. Donc, cette capacité d'adaptation et essayer d'inspirer et de donner envie à ces différentes personnes, ça se capitalise autour des années. Et je pense qu'on progresse en étant capable de jouer sur les différentes cordes et en s'adressant aux différentes populations. Il faut vraiment essayer d'être inspirant pour toutes ces personnes-là et qu'elles regardent le dirigeant ou l'équipe dirigeante en se disant, voilà, en fait, il me donne envie de faire ce que je fais et de le faire mieux. Alors, ce genre de changement d'avant, comme on était enseigné quelque part, en tout cas, comme on était élevé avec le command and control, c'est toute une adaptation. Alors, mais c'est pas donné pour tout le monde qui est élevé, qui a notre âge, de se convertir dans ce que et comment tu gères différemment ce genre de profil. Quelle est la clé d'arriver à se convertir, se transformer dans ce genre de leader qui est capable d'écouter, de saisir les différences des uns et des autres? C'est accompagné, ça s'accompagne au cours d'un parcours de vie. C'est passer pas mal de temps sur le terrain. C'est pas toujours facile, mais d'aller passer du temps, ce qui rend très humble, hein, et d'essayer de comprendre quelles sont leurs préoccupations et de discuter d'être le plus accessible possible pour discuter avec les différentes personnes et de comprendre voilà, ce qui les anime. Et je pense que c'est ça qui nous ramène entre guillemets sur Terre. Et quand on s'adresse de façon très simple à des populations larges qui ne sont pas forcément très diplômées, et quand on arrive à créer le contact, voilà, elles expliquent ce qu'elles veulent et d'être vraiment en écoute active et de se dire, voilà, comment je peux essayer d'inspirer, d'amener ces personnes-là. C'est là-dessus qu'on trouve les clés. Mais c'est vrai que ça demande aussi voilà, quelques années. Et je pense que l'âge joue aussi parce que il y a une part de confiance en soi qui fait qu'on est plus à l'écoute et on se dit, OK, il faut vraiment que je m'adapte à ces circonstances-là. Pour le coup, tu vois, l'INSEAD qui a permis d'être confronté à différentes cultures, différents types de personnalités, différents parcours de vie, je pense nous ouvre un peu et nous aide beaucoup là-dessus. Mmh. Et toutefois, quand on a cet âge dont tu parles et la position, le titre, ça peut être intimidant pour des gens qui n'ont pas les mêmes, références, qui n'ont pas la même culture ni l'âge, l'expérience. Donc c'est toujours, c'est quand même compliqué d'arriver à avoir cette ouverture d'esprit, de les amener à être confortables, à te révéler ce qui est vraiment important pour eux. Oui, 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 et ça marche pas toujours. Et puis, il faut aussi être conscient qu'il y a toujours des biais dans ce qu'on nous raconte. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des façons d'être en proximité. Et on le voit, juste pour donner quelques exemples, le dress code, de ne pas avoir de costume, tout de suite, ça positionne différemment parce que ça met en proximité. Si on se retrouve à manger un sandwich debout autour d'un bar avec un café, ça crée de la proximité. C'est pas la même chose que si on est assis dans un restaurant qui a une nappe blanche. Donc, c'est d'avoir ces moments, d'avoir un petit peu de temps et puis d'avoir ces moments de proximité qui rapprochent. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on permet de créer le contact. Il faut un petit peu de temps. Mmh. Et juste pour raconter une anecdote aussi, quand on dit sur les différences un peu culturelles, et ça me rappelle quand j'étais en Russie, je discutais avec les équipes et à un moment, ils me disent, mais en fait, on sent que tu es un grand démocrate. Je disais, mais quel est le concept de démocratie? Je dis, on est dans une entreprise, il y a un chef qui dirige. Je dis, oui, mais la En démocratie Russie, qui en plus Russie. est.
ça. En Russie, déjà, la démocratie, c'est on donne son avis et le chef décide. Ce qui n'est pas tout à fait le même concept que la démocratie qu'on a en France. Donc, on voit bien que derrière le même mot, on peut mettre des concepts très différents. C'est en discutant avec ces gens-là qu'on dit, en fait, effectivement, ils n'ont pas la même approche de ces concepts-là que ceux qu'on a ici, quoi. Et te suivre là, Sacha, je suis en train d'écrire un livre sur la conversation et je viens tout juste de publier. Quand on arrive à avoir des conversations complexes et peut-être sur des sujets un peu susceptibles d'enflammer les émotions, un des problèmes, c'est souvent un des problèmes parmi d'autres, hein, c'est la définition des mots qu'on emploie. Et que il y avait un exemple, je cite dans l'histoire de deux grands philosophes, Michel Foucault et Chomsky, qui parlent de la créativité, sauf que sur ce mot créativité, ils avaient deux définitions, concepts, comme tu viens de dire, de créativité radicalement différentes, qui fait qu'ils se sont enflammés, mais parce qu'ils ne se sont pas entendus sur le même mot, alors que c'est des hommes a priori intelligents. Oui, c'est pour ça qu'il y a une des choses que je fais beaucoup plus, que j'ai développé comme pratique, surtout avec des populations qui ont eu voilà, des expériences de vie et des niveaux d'éducation différents, c'est vraiment de reformuler tout le temps, d'essayer d'utiliser des mots simples et de reformuler. C'est-à-dire, donc, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Et en essayant d'être le plus simple possible. Et ça permet déjà d'envoyer le message qu'on a compris, et la personne dit oui, mais en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Parce que les capacités d'expression sont pas toujours les mêmes. Quand on parle à des gens qui ont des CAP, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est d'essayer vraiment de montrer qu'on essaye de comprendre déjà, donc écoute active, recherche de compréhension, et derrière de reformuler. Parce que derrière les mots, comme tu le dis, il peut y avoir des concepts extrêmement différents. Une autre question qui m'est toujours chère, c'est ton position de chef, comme tu es, comme tu as été partout dans les grands groupes là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quel est pour toi le rôle ou comment utiliser les réseaux sociaux si tu es un patron? Est-ce que c'est utile? Tu essaies d'éviter? C'est inéluctable? Comment tu vois les réseaux sociaux en tant que chef? Alors, c'est à la fois utile et il faut les utiliser, c'est mon approche, hein, les utiliser à bon escient. C'est très utile parce que ça permet d'avoir énormément d'informations. On suit les équipes, on suit les concurrents, on suit le marché. C'est une source d'informations colossale, de signaux faibles et de signaux forts. C'est aussi la possibilité d'avoir des contacts directs avec tout un tas de gens dans l'organisation. Moi, j'ai des CAP petite enfance qui m'ont contacté sur LinkedIn. Et oui, on est en contact direct. Donc, on a cette capacité à aller sur toutes les strates de l'organisation. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. La deuxième chose, c'est que il faut aussi mesurer la parole. Il ne s'agit pas d'inonder par tout un tas de messages. On sait que quand on est dans une position de direction, tout ce qu'on dit est amplifié 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Donc, il faut faire attention et mesurer ces messages. Il ne faut pas avoir la parole trop rare, il ne faut pas qu'elle soit trop fréquente. Parce que tout ce qu'on va faire va être épluché, ils vont se dire mais pourquoi il a dit ça et pourquoi il n'a pas dit le contraire. Donc, il faut vraiment essayer de bien doser ces éléments-là. Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily. Mais quid de la personnalité? Parce que, en fait, si je suis enflammé par quelque chose, par exemple, un résultat dans une Coupe du Monde ou quelque chose un sujet politique qui vous est cher en termes d'entreprise, est-ce qu'on peut se permettre de montrer un peu de rage, un peu d'émotion dans notre présence? Oui, bien sûr. Il faut d'ailleurs, hein. Il faut montrer de l'émotion. C'est pas mon point le plus fort, mais il faut montrer de l'émotion. Je crois que sur des sujets qui peuvent être
trop personnel ou trop clivant, il faut faire attention parce que ça peut être incompris, ça peut être mal compris, ça peut être détourné aussi, hein, parce que sur les réseaux sociaux, on a des personnes qui sont bienveillantes qui nous suivent, on a aussi des personnes qui sont moins bienveillantes qui nous suivent et qui peuvent utiliser tout ce qu'on dit à mauvais escient. Donc là-dessus, on a aussi une responsabilité parce qu'on porte l'image de l'entreprise. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, qu'on se permettrait dans un cadre privé, mais à partir du moment où ça peut être interprété dans le cadre professionnel et que notre image, elle peut potentiellement se refléter sur des milliers de personnes, ils n'ont pas envie d'être représentés par un patron qui serait mal compris ou qui serait, j'ai envie de dire, interpellé sur des sujets comme ça. Donc, je pense qu'il faut être exemplaire, donc faire un peu attention à ça. Alors, tu es actuellement DG France de Les Petits Chaperons Rouges. Je voudrais que tu nous dises tout d'abord comment et pourquoi tu as pris cette opportunité. J'ai pris cette opportunité parce que c'est un secteur qui est porteur de sens, le secteur de l'éducation de la petite enfance. Donc, c'est l'opportunité dans le cadre d'une entreprise, d'œuvrer pour la société, comme on disait tout à l'heure. Il y a un rôle social qui est extrêmement important. On s'occupe de l'éveil des enfants. En France, il y a un déficit de places de crèche. Donc, comment on fait pour, j'ai envie de dire, avoir le plus de places de crèche possible pour le plus d'enfants possible? Comment on joue notre rôle social vis-à-vis des employés? On est dans un secteur où il y a 98% de femmes qui n'ont pas toutes eu des parcours de vie faciles, qui n'ont pas toutes eu la possibilité de faire des diplômes très avancés. Donc, comment on travaille et on améliore cet environnement-là? C'est extrêmement intéressant. Et mettre mon expérience au service de ce secteur, moi, me semblait un beau défi du moment. Alors, dis-nous un peu sur la taille du business que tu gères. Alors, on a en France, je parle uniquement du business France, hein, on a à peu près 800 crèches. Ça représente à peu près 8000 personnes. Et on accueille presque 30 000 enfants. Donc, on voit l'importance qu'on a. On est le deuxième acteur éducatif après l'éducation nationale en France, en termes de nombre d'enfants accueillis. Et donc, on fait de l'accueil et de l'éveil. En France, c'est du 0-3 ans. Donc, on prépare les enfants à leur entrée en maternelle. Et on a développé une approche pédagogique qui est construite d'ailleurs sur une autre grande école, puisqu'on est construit sur les 4 C de Harvard et de l'OCDE, qui sont les 4 compétences clés du 21e siècle, dont on se sert comme base pour faire de la formation interne et aussi comme base pour les activités d'éveil pédagogique qu'on a en crèche pour former au mieux et éveiller au mieux les enfants. Donc voilà un peu notre mission. Donc c'est accueillir et éveiller tous ces enfants pour les préparer pour la maternelle. Et si on se réfère, il y a eu la fameuse commission des 1000 jours en France, où il y a eu des études sur l'importance des 1000 premiers jours. Et en fait, c'est déterminant pour la réussite scolaire. Le fait d'avoir été éveillé aux couleurs, aux formes, à la créativité, à l'esprit critique qu'on développe dans les 1000 premiers jours, à la collaboration. C'est-à-dire quand je fais un jeu et de la peinture, est-ce que je fais tout seul? Est-ce qu'on est deux? Est-ce qu'on arrive à faire un jeu de cubes à deux? C'est fondamental pour la maternelle et pour l'apprentissage des matières un peu plus scolaires derrière. Donc, on a ce rôle, on a cette ambition pédagogique et c'est assez passionnant d'essayer de l'améliorer et d'être exemplaire dans ce domaine-là. J'ai envie de poursuivre avec, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y a pas suffisamment de crèches, donc j'imagine que les possibilités de croissance de l'affaire sont bonnes. En revanche, comment est-ce que tu juggle, j'ai oublié le mot, équilibre la pression de la performance avec la mission, la bienfaisance vis-à-vis de ses enfants, de tous les employés? Alors, on est comme quand on est un opérateur privé dans un secteur réglementé qui a qui porte une forte dimension sociale, c'est une ligne de crête. On recherche l'équilibre. Le juste équilibre entre on est obligé d'être à l'équilibre économiquement,
on réinvestit, nous, l'ensemble des profits qu'on fait. On a la particularité de ne pas verser de dividendes, donc on réinvestit tout, à la fois dans l'interne et dans le développement. Mais c'est vrai que c'est une des missions, et c'est pour ça qu'il y a des, entre guillemets, des managers et des gens qui viennent d'autres secteurs privés, d'entreprises, c'est pour arriver à trouver ce juste équilibre de l'économique qui permet de nourrir le social derrière. Mais c'est notre challenge principal. C'est notre challenge principal. Oui, il y a des perspectives quand on regarde les perspectives en France, d'autant plus que quand on regarde les courbes de la natalité plutôt bonnes, mais surtout on a beaucoup de départs à la retraite. Il y a un phénomène générationnel en France qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la petite enfance qui vont partir en retraite. Donc il y a un risque de déficit de places de crèche qui augmente. Ça reste très complexe d'ouvrir des places de crèche réglementairement. Financièrement, c'est très cher parce que c'est extrêmement réglementé. Il y a beaucoup de règles de sécurité. Donc, on fait au mieux pour augmenter la capacité d'accueil, mais on doit faire ça dans un certain nombre de règles. Donc, on avance, mais on avance pas à pas dans le domaine. Tu as touché tout à l'heure, Sacha, le problème de talent. Il y a dans tous les pays, dans plein de secteurs, pas que dans la revente, mais plein de secteurs, dans tout ce qui est services, hospitalité, un problème, un manque de main-d'œuvre, en tout cas un manque de main-d'œuvre motivée. Alors, j'imaginais que ça aurait été à peu près un problème aussi dans ton secteur. Quelle est ta vision? Comment tu essayes de gérer ça? Alors, c'est un vrai problème dans le secteur en France. On est dans un secteur réglementé, ce qui veut dire que pour travailler en crèche, il faut absolument un diplôme d'État. On ne peut pas. Et c'est bien compréhensible, hein, compte tenu j'ai envie de dire, du risque qu'il y a et de la connaissance qu'il y a à traiter avec des tout petits enfants de 3 mois à 3 ans. Il faut avoir été formé. Donc, on a un problème de déficit de professionnels. Alors, on essaye de pallier à ce déficit en investissant énormément sur la formation, y compris les formations diplômantes, pour que les personnes, justement, acquièrent les diplômes pour être là. On travaille sur le sens et on travaille sur tout ce qui peut faciliter, j'ai envie de dire, l'épanouissement professionnel des diplômés chez nous pour que, justement, on soit les plus attractifs et avoir ces éléments de rétention. Mais au global du secteur, comme il manque des pros, on a aussi des difficultés. Hein. Et là, on travaille aussi au niveau de la fédération pour essayer de rendre le secteur attractif. Donc, il y a les semaines de la petite enfance, on essaie d'expliquer voilà, la beauté du métier, les avantages. Ce n'est pas un métier facile, hein, parce que s'occuper de 5 ou de 8 enfants pendant 7 heures dans la journée, tous ceux qui ont une famille savent que ce n'est pas facile, mais il y a aussi des côtés extrêmement satisfaisants. Donc, voilà, on promeut le secteur en général et dans notre entreprise, on met en avant ces points forts-là. Une des raisons pour laquelle, outre l'amitié, c'était d'avoir sur mon show, c'était pour cette histoire de mission. Car vous étiez parmi les premières ETI en France à intégrer l'idée de la raison d'être, Oui. la loi Pacte. Et j'ai été personnellement un peu douteux sur comment façonner des raisons d'être, que ça devienne une espèce de légalité au lieu de quelque chose vrai. Alors, ma question pour toi, dans les petits chaperons rouges, là, comment est-ce que vous faites vivre cette mission? Est-ce que c'est quelque chose à combien est-ce que c'est explicite ou implicite dans le quotidien de tout le monde qui y travaille? Alors, il se trouve que pour nous, c'est très explicite. Quand on prend et j'accueille tous les nouvelles directrices de crèche, on a des sessions d'accueil tous les mois, je les accueille, et on discute de la mission aussi. Je vais faire juste un toute petit aparté. Hein. Notre raison d'être, c'est contribuer pas à pas à l'éveil des générations. Si on prend le contribuer, c'est tout le travail qu'on fait en liaison avec les parents. Et ça veut dire que opérationnellement, dans la façon dont on conçoit, dont on forme nos directrices et professionnels de crèche, quand on contribue à l'éveil, ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur la liaison avec les parents. On fait des webinars, on fait des cafés parents, on apprend aux professionnels à communiquer aux parents ce que les enfants ont fait en crèche. On a une app qui permet d'échanger des photos. On va en faire une nouvelle version un peu plus dynamique. Donc,
Et donc, c'est inscrit dans la façon de travailler. Pas à pas. Quand on dit pas à pas, ça veut dire que la bonne vitesse pour l'enfant, c'est la vitesse de l'enfant. Donc, on n'a pas de programme. Donc, on demande dans chaque crèche que chacun s'adapte à la vitesse de l'enfant. Il y a des activités, mais c'est pas, chacun l'a fait à sa vitesse. Donc, c'est complètement intégré dans la façon de travailler. Et quand tu dis dégénération, c'est parce que on a ce rôle et cette ambition de contribuer à diminuer ce manque de places de crèche pour accompagner les générations. Donc, on voit qu'en fait, il y a des traductions business concrètes qui sont très fortes, qui sont vraiment très fortes. Donc, Quand tu parles ça guide vraiment ce qu'on fait. de ce pas à pas, ça me fait penser au pas de temps. Car en fait, chacun a son pas de temps, mais souvent les parents n'ont pas de temps. Et ça me fait penser à cette espèce de quoi qui peut arriver où ce qui se passe dans la crèche ou dans l'école n'est pas bien tenu ou suivi par les parents qui, eux, ont d'autres pressions par ailleurs dans la vie, un boulot trop prenant, trop stressant, etc. Et que c'est quand même quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu dans ma vie, qui n'est pas forcément facile à transmettre, c'est-à-dire entre l'école ou les maîtresses et les parents. Alors, c'est une vraie difficulté. Et il y a deux choses, c'est que les professionnels de crèche sont très bien formés à la pédagogie et pour s'occuper des enfants. Elles sont techniquement moins bien formées à la transmission et à la gestion des parents et la gestion des émotions des parents. Et c'est très important parce que tous les matins et tous les soirs, il y a des discussions sur ce qu'il a fait, comment il s'est comporté. Et on est vraiment là dans de la psychologie avec des typologies de parents qui peuvent être j'ai pas le temps, je pose mon enfant, je cours le plus vite à mon bureau, j'ai une réunion importante, ou je vais vous expliquer qu'il faut qu'il mange à 11h54 et c'est une demi-banane et pas trois quarts de banane. Et c'est indépendant d'ailleurs du niveau socioculturel ou du niveau économique. Ça peut être très intrusif, totalement dégagé. Et cette gestion des parents est de plus en plus difficile, surtout dans l'environnement actuel où il y a quand même un niveau entre guillemets d'agressivité qu'on voit nous très clairement en train de monter. On a des parents qui sont de plus en plus exigeants et cette gestion est vraiment difficile. Donc on les accompagne et c'est un vrai enjeu pour les métiers de service d'arriver à expliquer ce qui se passe. On va s'appuyer de plus en plus sur les outils digitaux pour faire ça. Ah, c'est passionnant de t'entendre là-dessus. Enfin, je ne peux pas que imaginer que aussi est-il que dans nos générations, nous n'avons plus de 10 enfants. Nous n'avons un ou deux. Car si on avait 10, on ne sait pas s'il a mangé 5 ou 4 bananes. Enfin, on est loin de là. Écoute, pour terminer sur l'histoire de raison d'être, je me demandais à quel point, car tu parlais de la taille de ce que vous faites par rapport au ministère de l'Éducation, enfin tout ce qui est la grande éducation, quel est le lien entre ce que vous faites dans l'éveil et, on va dire, le cursus académique, éducationnel de l'enfant dans le bac? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous regardez ça ou c'est trop abstrait, ce lien? Ah non, on regarde et tous j'ai envie de dire, les activités d'éveil qu'on fait sont construites justement pour éveiller l'enfant sur les compétences du XXIe siècle et pour le préparer à l'entrée en maternelle. Et là-dessus, d'ailleurs, on se sert beaucoup de l'expérience de nos filiales à l'international, puisque si on prend par exemple Canada, États-Unis, où on est assez présent, il n'y a pas de maternelle. Donc, les nurseries ou les écoles vont du 0-6 ans. Donc, elles ont tout le cursus. Donc, elles ont cette partie éveil 0-3 et ensuite la partie un peu plus preschooling, donc préscolaire 3-6. Et donc, en ayant des échanges pédagogiques sur ce qui se passe en maternelle et la façon dont on va apprendre à écrire, préapprendre à lire, faire les ronds, les cercles, tracer les lettres, ça permet de concevoir des activités d'éveil qui sont préparatrices à tout ce domaine-là. Et c'est vraiment l'objectif qu'on a. On a les statistiques qui montrent qu'un enfant qui passe en crèche, il a 60% de facilité en plus sur les activités de maternelle.
Donc il y a une vraie dimension pédagogique dedans. Même si on a l'impression que ce sont des jeux qui sont conçus et qui sont pensés pour développer certaines caractéristiques chez l'enfant. Et donc, ça prépare en amont. C'est fascinant parce que j'aurais pas du tout pensé que, en tout cas, les États-Unis soient un modèle pour la France, d'autant plus que je connais le système français. On a eu nos enfants dans les crèches françaises et j'ai toujours tenu que le système de crèche en France est extraordinaire. Dans une philosophie, et moi je relate ça de ma manière, sans vraiment connaissance, j'avais l'impression que la crèche française permettait de faire l'apprentissage, mais aussi cette socialisation, y compris les rhumes et les virus et tout le reste, parce que ça contribue aussi à l'immunité de l'enfant. Comment est-ce que ce sujet-là a été perturbant, difficile à gérer pendant la pandémie? Le Covid, ça a été l'horreur. Alors, heureusement, les tout petits enfants ont été très peu sujets au Covid. Ça, oui, bien sûr. On s'en est rendu compte après, mais les professionnels qui travaillent en crèche et les parents ont été sujets au Covid. Il y a eu des règles d'hygiène qui ont été extrêmement strictes. Donc tout ça a rajouté de la complexité et de la difficulté opérationnelle au business. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en France, la politique, c'était de laisser les écoles ouvertes et donc les crèches sont restées ouvertes. Parce que le gouvernement et tout le monde s'est bien rendu compte que quand on ferme les crèches, les parents ne peuvent pas aller travailler. Donc tout le monde est resté ouvert et on a continué à opérer. Mais tu parlais de la dimension sociale qui est extrêmement intéressante en crèche, puisque c'est les premiers amis, les premiers échanges. On apprend que les jouets, ça se partage. Quand on parlait de la dimension collaborative, c'est faire des activités ensemble, c'est écouter un livre ou écouter une histoire ensemble, donc c'est apprendre à être calme ensemble. Donc toute cette dimension-là, elle est importante. Et souvent, on a tendance à réduire la crèche à cette activité-là, mais la partie éveil et activité éducative et pédagogique va bien au-delà. Franchement, on va bien au-delà. Et c'est ce que j'ai découvert en rentrant plus en détail dans le monde des crèches. Et c'est assez passionnant parce qu'on continue de travailler là-dessus et d'essayer de l'expliquer aux parents. Parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui se passe. Oui, vous êtes professionnel par rapport aux enfants. Et eux, on arrive, premier bébé, et puis c'est toute une autre émotion. Je suis ravi de t'avoir eu, Sacha, de t'entendre en telle bonne forme et avec une mission qui visiblement t'anime. Merci beaucoup d'avoir passé du temps à partager tes expériences, tes enseignements et surtout pour des gens qui écoutent, qui aient envie de savoir un peu plus sur ce que tu fais, les petits chaperons rouges. Est-ce que tu as un endroit à envoyer les gens à regarder? Sur notre page LinkedIn, je dirais c'est le plus simple. Ils peuvent évidemment me contacter aussi directement sur mon profil LinkedIn. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et la réflexion, j'en retire toujours quelque chose. Spasibo большое. Merci. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the
the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, been to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman. Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.